Parlons d'Europe. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Parlons d'Europe sur Radio Sensation et en partenariat avec TV78 et de la Maison de l'Europe des Yvelines. Un numéro spécial alors que se déroule en ce moment-là COP26, conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow en Écosse. C'est l'occasion pour nous de vous parler du projet et domaine Verhuil d'Arcan, de jumelage et de la Maison de l'Europe des Yvelines. Mais d'abord, la crise sanitaire a-t-elle changé votre vision de l'avenir ? C'est la question que nous sommes allés vous poser. La crise sanitaire a-t-elle changé votre vision de l'avenir ? C'est vaste comme question. Cette crise a rendu les choses un peu plus précaires au niveau de l'emploi. Par exemple, moi je suis en recherche d'emploi et c'est directement à cause de la crise. Et on essaye de faire la part, mais c'est pas toujours facile. Ça nous a montré que la mondialisation n'est pas la panacée. L'avenir inquiète, je suis très inquiète pour l'avenir. Et que nous ne sommes pas préparés à des épreuves comme ça. Au niveau sanitaire, on n'est pas au niveau. Très bien, on va continuer. On va se pencher sur l'engagement des jeunes en faveur de l'environnement avec cette chronique de Mathieu. Écoutez. Les jeunes générations sont en première ligne face au dérèglement climatique. Pour préserver leur avenir et imaginer un monde meilleur pour demain, la jeunesse s'engage. D'après l'ADEME, les problèmes environnementaux sont ce qui inquiète le plus les jeunes en 2020. 12% des 18-24 ans seraient engagés dans cette cause contre 6 en 2016. C'est le double. Cependant, les jeunes sont encore peu impliqués lorsqu'il s'agit de passer à l'action. Par manque de sensibilisation, de motivation et peut-être même de soutien. Alors, si on te disait que c'est une manière de t'affirmer, qu'il y a de l'évolution, que les entreprises s'y mettent, et surtout que tu n'es pas le seul à te préoccuper de ce sujet, peut-être que tu aurais envie de t'engager avec nous. Tiens, pour te motiver, sache que la dernière marche pour le climat a réuni près de 50 000 personnes à Paris, dont 110 000 dans toute la France. Que la dernière pétition, l'affaire du siècle, a réuni près de 2 millions de signatures. Avec l'initiative On est prêt, les influenceurs se sont même engagés à nos côtés. La jeunesse s'engage pour son futur. Alors n'aie pas peur de passer à l'action toi aussi. La jeunesse s'engage pour son futur. N'aie pas peur de passer à l'action toi aussi. C'est un bel appel que nous lance Mathieu. Régina Lecointe, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes la secrétaire générale de la Maison de l'Europe des Yvelines et la présidente de l'Association des Amis du Jumelage Saint-Germain-en-Laye et Aschaffenburg. C'est ça, et bonjour Sarah. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'appel à projet de l'OFAGE, Office franco-allemand pour la jeunesse, qui a fait vous avez voulu participer à Jeunes et plein d'Europe ? C'est ce qui m'a séduit, c'est surtout mon côté présidente du jumelage, parce que nous, on essaye d'engager quand même le dialogue franco-allemand avec les jeunes. Et la thématique, ça concerne surtout les jeunes, parce que c'est leur avenir, et nous, on essaye de leur dire engagez-vous, réagissez, parce que vos parents, votre environnement n'est peut-être pas aussi rapide, ne voit pas le danger comme vous le voyez, parce que vous allez le vivre. Nous, on ne sera plus là. Mais c'est tout de suite qu'il faut réagir et pas attendre d'avoir 30 ans. On a demandé tout à l'heure aux jeunes si la crise sanitaire avait changé leur vision de l'avenir. Et vous, l'a-t-elle changé ? Si oui, c'était comment ? Oui, ça a certainement accéléré, mais on a déjà, c'est l'avantage de l'âge, ça fait déjà 30 ans, plus de 30 ans qu'on est un peu dans cette vision. Il faut changer quelque chose pour, si on veut tous, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre, de faire quelque chose pour ne pas ruiner notre Terre, notre vie, et il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire on veut tous ? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ? Si on veut tous, c'est quoi l'impact, l'influence sur l'environnement ? La façon dont on vit, la façon dont travaille l'industrie, qui peut être très polluante, mais aussi nous, avec nos petits gestes, on peut être très polluant. Je reviens de Berlin. Quand on est allé à Berlin, il y avait 3 rangs de gros camions sur la route de Paris jusqu'à Berlin. Ça, pour moi, ce sont des grands pollueurs. Il faudrait sortir tout ça de l'autoroute et mettre sur les rails, par exemple.
Et l'Allemagne qui se dit très écologique, mais le charbon avec lequel elle traite toujours, elle a vraiment du mal à s'en partir. Et Tout ça, justement, c'est vraiment des grandes questions environnementales. Il faut les attaquer et très rapidement. et justement, Regina Lecointe, vous êtes d'origine allemande, vous vivez en France. Quelles sont les différences de perception de l'environnement? Est-ce qu'en Allemagne, on est plus verte ou c'est en France? Vous pouvez faire la différence Disons que dans les petites choses, dans les gestes du quotidien, les Allemands ont certainement de l'avance sur les Français. Ça a commencé avec les tri des poubelles. Quelques exemples. Ça n'existait pas encore en France où on faisait ça déjà depuis longtemps. Et d'autres, les mouvements verts, c'était plus tôt qu'en France. Par contre, on est des très grands pollueurs, comme je disais, sur le charbon. Par exemple. Donc, les Allemands, de temps en temps, il faudrait quand même être un peu plus modeste sur et ne pas dire on est premier de la classe, c'est pas vrai. Parce que les grands pollueurs à ces niveaux-là, c'est les Allemands. Mais j'ai aussi, côté français, l'énergie atomique. Pour moi, c'est pas vraiment écologique parce que il faut refroidir les grands... Et ça veut dire réchauffer l'eau. Utiliser l'eau, monter la température dans les rivières, tuer les poissons. Donc, il y a des choses à repenser. On a vraiment besoin, et très rapidement, de trouver des solutions vraiment durables. Toutes vos explications nous conduisent vers le mode d'industrie, le monde d'industrie. À quel point il faut changer les quotidiens, à quel point il faut changer, évidemment, au niveau de l'industrie. Vous aviez parlé tout à l'heure de énergie atomique, vous aviez parlé de l'énergie charbon, etc. Il faut trouver des moyens pour produire l'énergie différemment. On a des éoliens, ça aussi c'est quand même disputé, pas tout le monde aime. On a l'énergie solaire. Après, il faut savoir, parce que si par exemple on veut avoir des voitures que électriques, ma foi, ça veut dire il faut au moins doubler l'électricité pour avoir pour l'usage au quotidien et pour l'usage des voitures. Et quand il y a des grands froids, comment on fait, comment on gère? Donc tout ça, on a des idées, mais après il faut savoir comment ça s'applique, quels sont les atouts, quels sont les dangers, etc. On revient sur le projet, Regina Lecointe. Quels seront les temps forts du projet Edeman Verville d'Erkan? C'est surtout de faire réfléchir les jeunes, parce que la pandémie, ça a frappé beaucoup de monde et ça a surtout frappé les jeunes qui se sont retrouvés, du coup, ils avaient toutes les libertés que nous, à nos âges, on n'avait même pas. Mais du coup, ils se sont fait renfermer dans leur maison, ils ne pouvaient plus se parler et donc les réflexions devenaient différentes. Et la grande question était comment on va continuer après cette pandémie. On peut pas recommencer comme avant. Il faut que des choses changent. Et c'est ça, nous, c'était surtout l'idée de dire on va réfléchir ensemble, on va vous inciter non seulement à réfléchir et à avoir des idées, de discuter avec des élus et aussi avec vos camarades. Il existe maintenant des éco-délégués dans les lycées. Donc, vous faites un peu des effets boule de neige. On a participé à ce projet. Donc, maintenant, on va vous informer, on va réfléchir ensemble. Et il faut qu'il soit des multiplicateurs de ce message. Il faut qu'on bouge maintenant. Et comment on bouge? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit vraiment bien et durable? C'est ça surtout. Merci Regina d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Rien. Laure, Guillaume et Mathieu, à votre échelle et avec vos moyens,
à travers ce projet, on va voir que vous avez aussi un rôle de lanceur d'alerte. Vous êtes là aussi pour nous sensibiliser au quotidien. On va ainsi s'intéresser à notre consommation de viande. En 2017, ce sont 323 millions de tonnes de viande qui ont été produites dans le monde. Une production massive et excessive qui n'est pas sans conséquences sur notre environnement. Quel est donc l'impact environnemental de la production et consommation de viande ? D'abord, cette activité qui englobe la production, la transformation des aliments pour les bêtes, le stockage et le traitement des fumiers ainsi que le transport émet environ 7 milliards de tonnes de CO2 par an, soit plus que les États-Unis et la France réunis. D'autre part, cette production, notamment concernant le porc et le poulet, pose de gros problèmes environnementaux en termes de pollution des eaux. En effet, le régime très riche en nutriments des animaux entraîne un taux d'azote supérieur à la normale dans les eaux rejetées et peut même provoquer des problèmes de santé publique. Il est intéressant de noter que si la production de viande combinée à celle des produits laitiers émet la moitié des gaz à effet de serre liés à l'alimentation, elle ne représente pourtant que 20% des calories ingérées au niveau mondial. En termes de ressources, dues aux élevages intensifs, la production de viande est très friande en eau et en céréales, ce qui pose des problèmes en matière de gestion et durabilité des ressources. Concernant les céréales, la part produite et récoltée qui sert uniquement à nourrir le bétail représente 800 millions de tonnes, soit assez pour nourrir 3,5 milliards d'êtres humains. Enfin, l'élevage grignote aussi la forêt amazonienne, dans la mesure où le manque de terres agricoles pousse à la déforestation. Toutes les terres prétendument récupérées servent alors au pâturage ou à la production de soja pour nourrir par la suite le bétail. Et le problème, c'est que moins de forêts il y a, moins d'émissions de dioxyde de carbone sont absorbées. Face à une production mondiale qui ne cesse d'augmenter, il est essentiel de se demander quelles solutions nous pouvons apporter. Tout d'abord, une étude parue en 2013 montre que l'empreinte eau des Européens liée à l'alimentation pourrait baisser du tiers en diminuant la part de viande dans les repas. En ce sens, nous pouvons essayer de trouver des substituts de protéines comme les légumineuses, telles que les lentilles par exemple, c'est-à-dire devenir flexitarien. En 2 mots, continuer à manger de la viande tout en réduisant notre impact. Nous pouvons également essayer de consommer plus responsable, par exemple en achetant de la viande élevée en plein air et locale, pour réduire de fait les gaz à effet de serre dus au transport de viande. Enfin, il pourrait être intéressant de favoriser les repas végétariens et végétaliens. Dans les administrations, par exemple, ou dans les écoles, on pourrait mettre en place 2 repas végétariens par semaine. Tant de solutions sont envisageables, il n'y a plus qu'à passer à l'action. En bref, plutôt qu'un steak, nous croyons que les personnes préfèrent hériter d'une planète habitable. Tout autre chose à présent, la mode, elle a un impact sur l'environnement, comme vous nous expliquez. La nouvelle mode. On sait que la mode vestimentaire est la manière de se vêtir conformément au goût d'une époque avec des codes qu'elle impose et le goût individuel. On recense divers types de mode comme la fast fashion, qui est le fait de fabriquer des vêtements qui s'inspirent du haut de gamme mais vendus moins cher et peut-être changés, renouvelés plus rapidement. Et la haute couture, qui est le fait de réaliser des vêtements sur mesure, souvent à la main, dans des ateliers d'au moins 20 personnes. Donc, quel est l'impact environnemental de la mode et quelles sont les alternatives ? Tout d'abord, plus de 100 milliards de vêtements par an sont vendus dans le monde. En effet, selon l'ADME, l'impact environnemental de l'industrie du textile est tout d'abord lié à l'eau, car ils sont le 3e secteur le plus consommateur d'eau avec 4% d'utilisation d'eau potable. Et ils émettent 2% de gaz à effet de serre. De plus, un vêtement de mauvaise qualité va durer environ 35 jours dans le temps, alors qu'un vêtement d'haut de gamme va être plus durable. Ainsi, un vêtement de fast fashion au premier lavage peut perdre une demi à une taille, alors qu'un vêtement de haut de gamme perd quelques centimètres. Enfin, il y a diverses alternatives à cet impact environnemental. Avec des magasins qui revendent les invendus comme Nose, Tocomanie, Clos. On peut les acheter d'occasion, Brocante, Vinted, Le Bon Coin, Emmaüs. Donner à des associations, Fabrique, Croix-Rouge. On peut les troquer à H&M contre des bons d'achat ou à Give. Ou alors faire cours à son imagination avec la customisation, couture, broderie. Donc à toi d'inventer la mode.
Que font les jeunes pour l'environnement? Quelles sont les initiatives prises dans les établissements scolaires? Plusieurs exemples à suivre. Je vous amène à Poissy. Stéphanie Thiers, je suis proviseure adjointe du lycée Le Corbusier de Poissy. Quels sont les projets ? Alors depuis 3 ans, nous avons créé un comité des éco-délégués. Donc nous avons choisi de proposer aux élèves, d'ailleurs du collège et du lycée, donc de 11 ans à 18 ans, de réfléchir, de se sensibiliser par le biais de projets aux différentes dimensions du développement durable. Et les projets prennent de plus en plus une part active dans notre lycée. Et nous sommes accompagnés dans cette démarche par différents acteurs, notamment la région Île-de-France. Alors, on a des projets qui ont soit une dimension liée à la protection de l'environnement, à la protection de la biodiversité. Donc, le premier projet phare, qui maintenant est à sa 3e année, c'est l'implantation de ruches dans l'établissement, qui ont permis aux élèves ensuite de créer un club apiculture encadré par des enseignants et des personnels du lycée. Ensuite, nous avons eu les prairies mellifères et aujourd'hui, dernière étape de ce projet multifacette, l'inauguration de notre hôtel à insectes. Mais nous avons aussi un autre type de projet qui est plutôt sur la préservation de l'énergie. Et notamment, ce projet est en lien avec un projet national qui s'appelle CUBES et qui vise à mettre en place des initiatives locales pour préserver nos ressources énergétiques et économiser l'énergie. Dans les lycées, il y a parfois des abeilles, mais aussi des moutons, comme au lycée Sonia Delaunay de Villepreux. Je m'appelle Aurore Garneau, je suis enseignante de SVT, mais je suis aussi des référents développement durable. Et on est au lycée Sonia Delaunay à Villepreux, dans le 78. Pourquoi cet engagement ? C'est un établissement en fait, qui s'implique en faveur du développement durable, qui implique l'ensemble des acteurs de l'établissement, que ce soit aussi bien les élèves que le personnel technique, que l'administration, CPE, enseignants. En fait, tous les acteurs au sein de l'établissement en fait, vont participer et collaborer dans le but d'obtenir une démarche de développement durable. Quelle est votre démarche ? Donc, c'est un établissement en démarche de développement durable. Ce label en fait, est délivré par le rectorat. Il est valable pendant 3 ans. Il y a 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. L'objectif pour chaque établissement, c'est d'atteindre le niveau 3. Nous sommes labellisés niveau 2. Ce label en fait, permet ensuite de postuler à un autre dispositif qui, lui, est géré par la région, qui s'appelle le dispositif lycée éco-responsable. Donc à partir du moment où on obtient le label E3D, on a 3 ans et chaque année on peut postuler au niveau des lycées éco-responsables et ça nous permet d'obtenir des subventions de la part de la région Île-de-France et c'est ça qui nous a permis de financer pas mal de nos projets. Donc l'idée c'est de présenter en fait un projet, de soumettre un projet, de budgéter le projet. Ensuite la région décide si elle investit ou pas dans le projet en fonction de comment on a monté notre projet. Quels sont les projets ? Alors les projets qu'on a mis en place sont divers et variés. Ça fait déjà plusieurs années qu'on est en démarche de développement durable et qu'on fait partie justement des lycées éco-responsables. Donc on a commencé par mettre en place en fait, un petit jardin écologique en créant des plateformes à partir de matériaux recyclés. On a créé des carrés potagers. On a également créé une grainothèque, c'est-à-dire on collectionne en fait, des graines et on permet aux membres de l'établissement d'échanger des graines. On a également créé une haie végétale, on a créé des nichoirs à oiseaux et on a travaillé aussi sur l'éco-pâturage. On avait installé des bêtes, des brebis à partir de l'année dernière, 4 brebis pâturent et ça évite de tomber en fait, les pelouses. Et on a également participé à la gestion des déchets en créant des poubelles. Donc les éco-délégués ont créé des poubelles qui permettent de recycler en fait, le papier qui sont récupérés par les agents qui recyclent ensuite. On est au studio de nouveau, Laure Guimine et Mathieu. Parmi tous ces projets, toutes ces actions, il y en a que vous connaissiez déjà et il y en a qui vous intéressent plus particulièrement. Je m'adresse à Laure. Alors moi, l'idée des moutons, je connaissais pas trop cette idée, mais l'apiculture, c'est ça. Je trouve que ça c'est une super bonne idée. Et voilà, après... Donc, c'est une bonne idée, super bonne idée. Vous pouvez nous élargir un peu cette idée. Pourquoi vous pensez que c'est une trop bonne déjà, idée? déjà, le fait de mettre un projet en place, quel que soit le projet, c'est une bonne chose.
Et ça permet aussi de montrer aux élèves que c'est possible de changer et qu'il ne faut pas qu'ils pensent il faut pas qu'ils se disent oui, c'est pas parce qu'on fait ça que ça va changer quelque chose. C'est pas une petite action. En fait, une petite action peut changer quelque chose. Et notamment, on peut prendre l'histoire du petit colibri qui est dans la forêt et qui met de l'eau dans le feu. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Guillemine, oui, c'est vrai que c'est bien de voir des moutons au lycée. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Oui, c'est mignon, mais à part d'être le mignon. fait d'avoir des animaux au lycée, bon, c'est pas possible dans tous les lycées parce qu'il y en a qui n'ont pas d'herbe ou très peu. Et ça coûte très cher. Et le fait d'avoir des animaux, déjà, ça sensibilise les élèves à la cause animale. Et aussi pour l'environnement, c'est plus écologique qu'un mouton broute l'herbe que utiliser la tondeuse à gazon. Je reviens vers Mathieu. Mathieu, on a bien vu quelques projets par rapport à l'environnement au sein des lycées plutôt. Oui, il y avait des moutons, il y avait des autres projets, mais plus particulièrement qui vous intéressent au niveau des projets. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter en tant que jeune? Et déjà, je trouve que parmi les 4 projets qu'on vient de voir, chaque projet, on voit déjà les jeunes qui s'engagent dans chacun de ces projets. Donc déjà, bravo à eux d'avoir mis ces initiatives en place dans leur lycée. Maintenant, moi, s'il y a un projet que je retiendrai plus particulièrement, ça serait le jardin numérique du lycée international, parce que on montre et on cherche une nouvelle façon de cultiver. Donc là, on avait des prototypes mis en place, par exemple sur cultiver, où il y avait aussi l'arrosage, donc mieux arroser. Quand on voit que dans les champs, par exemple, on va user des litres d'eau, alors qu'il n'y en a peut-être pas forcément besoin. Justement, je pense que la technologie qui est quand même... là, on est dans l'ère du numérique. Et si on peut mettre à contribution toute cette technologie dans la protection de l'environnement, joindre l'utile à l'agréable. Merci Mathieu. Pour terminer, direction le lycée international de Saint-Germain-en-Laye qui a travaillé sur un projet de jardin numérique. Je m'appelle Lucas Agostino et je suis professeur de mathématiques au lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Quels sont les projets ? Alors c'est un projet qui s'appelle Études des jardins numériques. C'est un projet qu'on a initié l'année dernière au lycée international en septembre et qui avait comme objectif de faire découvrir la dynamique de projet aux élèves par le biais d'un sujet à la fois intéressant et qui constitue un enjeu pour le monde contemporain, à savoir les problèmes liés à l'écologie. Les élèves ont conçu 2 maquettes. Une maquette pour créer un arrosage automatique de plantes afin d'étudier l'utilisation de l'eau dans un cadre de potager et donc en gaspiller moins. Et d'autre part, ils ont fait une maquette pour étudier les caractéristiques biologiques des plantes et tout particulièrement étudier la taille des plantes en fonction du temps et pouvoir aussi mener des études scientifiques sur les caractéristiques de croissance des plantes. Pourquoi ce projet ? Alors, nous avons eu un point de départ extérieur. Nous avons participé au Green Hackathon du département de la région Île-de-France, qui avait comme thématique, qui avait l'objectif de financer des projets innovants dans des lycées et des collèges de la région, qui portaient sur des thématiques liées à l'écologie. Donc à partir de là, le champ était clair. Et comme je suis un enseignant de mathématiques, on a essayé de conjuguer un aspect si vous voulez, scientifique, mais aussi technologique avec de l'informatique, un projet plus lié à la botanique et aux sciences de la vie et de la Terre. Les élèves sont-ils sensibles au développement durable ? On voit bien que cette thématique du développement durable s'installe dans les établissements, dans les classes, à plusieurs niveaux. Au lycée international, nous avons un club de développement durable qui est composé de professeurs et élèves qui travaillent sur les enjeux de cette problématique et prépare aussi la labellisation de l'établissement comme il se fait maintenant dans plusieurs établissements de notre département. On le voit aussi dans les choix de parcours après le bac pour les élèves à vocation scientifique tout particulièrement, mais pas que.
Et aussi, on l'a vu l'année dernière dans les choix de questions de grand oral. Ce projet a donné l'occasion aux élèves de se poser des questions en lien avec les enjeux écologiques, mais avec une application concrète qu'ils ont pu voir, qu'ils ont pu penser et qu'ils ont pu construire. Merci encore à nos invités, Régina Lecointe de la Maison de l'Europe des Yvelines et la présidente de Jumelage Saint-Germain-en-Laye et Aschaffenburg, Laure Guimin et Mathieu. Merci beaucoup à vous trois. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et en vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation TV 78. Très bonne soirée et bon week-end. Parlons d'Europe.